Désir d'enfant, désir d'être père ou mère, désir de fonder un foyer ou de transmettre une part de soi. Les raisons qui nous poussent à vouloir un enfant sont aussi multiples qu'impérieuses. Ces nouvelles familles le savent mieux que quiconque. Non, j'arrive. Célibataires, couples d'hommes ou de femmes, couples hétérosexuels ayant laissé filer l'horloge de la fertilité. Ils empruntent des chemins de traverse pour obtenir l'enfant désiré. C'est la nuit. Tous ces parents inventent, bricolent, construisent leurs propres repères, bouleversant ainsi les lois et notre système classique de filiation. Puis on va la mettre à l'heure. Oh là là. Voilà. Dis donc. Au-dessus du berceau se penchent désormais de nombreuses fées. Il est réveillé, cet enfant. Coucou, mon bébé. Oh là là, c'est coucou, petit chat. T'as fait un gros dodo, mon amoureux. Ça va, mon chéri? Va falloir ranger cette chambre. T'as bien dormi, mon bébé? Il y a papa qui vient tout à l'heure. Tu sais, t'es content? Ouais. Tu vas dormir chez papa, David et JC. Et après, moi, je viens te chercher demain matin. J'ai eu un désir d'enfant dès l'âge de 18 ans, enfin très tôt. Ensuite, j'assumais pas mon homosexualité, donc j'ai mis entre parenthèses ce désir d'enfant. Mon âge était assez poussé. J'ai eu un peu une panique de ne pas en avoir. Mais j'ai toujours senti que la coparentalité me correspondait mieux, parce qu'il n'était pas, enfin, pour moi, hors de question que mon enfant ne connaisse pas son papa. Et puis j'ai rencontré donc JC, avec qui je m'entendais bien. De toute façon, s'il n'y avait pas eu ce projet d'enfant, on avait beaucoup d'affinités ensemble et bon, on aurait été amis de toute façon. Et d'arriver, mais vraiment à un moment où on n'y croit plus du tout. Donc c'est pour ça que c'est un bébé miracle, parce que vraiment je pensais plus, on pensait plus que ça allait arriver. Ah, Gabriel! Regarde qui c'est, Gabriel. C'est Mélissa. Coucou! Le bus. Tu danses avec papa? Viens. Viens, on danse. Ah, voilà. Grâce à l'association des parents gays et lesbiens, on s'est rencontrés avec Magali. Il y avait un groupe de parole, on a été admis dedans et tout de suite avec Magali, on s'est bien entendu. Il y a eu une espèce d'évidence. Et puis la naissance, c'est pas appuyé sur un bouton, donc ça a pris quelques années. 3 ans et 4 tentatives de fécondation in vitro ont été nécessaires à Magali et Jean-Christophe pour qu'un beau jour de septembre naisse Gabriel. La rencontre de leurs gamètes en laboratoire, puis le transfert de l'embryon dans le ventre de Magali, sont des étapes délicates dont le succès reste fragile. C'est durant ce processus éprouvant que Magali, alors âgée de 40 ans, a rencontré sa compagne Anne-Charlotte. Le fait d'avoir rencontré Anne-Charlotte, et c'est vrai que c'était une aventure dure pour le début de notre relation, d'accepter ça, parce que moi je pouvais pas, vu mon âge, c'était vraiment cette pression de l'âge, je pouvais pas revenir en arrière. Mais pour moi, c'était central d'avoir la présence d'un papa. Je voulais pas qu'il me le reproche. Pourquoi? À chaque fois que tu dis ça, j'entends un papa, une maman. Oui, On voilà. n'a pas de Alors, enfant. est-ce que c'est peut-être un conditionnement hétéronormé, hein? Quand on est finalement tombé amoureuse et qu'on s'est mis ensemble, j'ai vu les choses différemment parce que ça impliquait de me voir imposer un schéma à la fois que j'avais pas choisi, qui n'était pas celui que j'avais choisi, qu'on n'avait pas choisi ensemble, etc., avec le père qu'elle avait déjà choisi elle aussi. Donc il fallait que je trouve ma place au sein de ce qui était en train de se créer, et qui allait être une famille et qui n'était pas la mienne, et sans savoir si j'allais arriver à en faire partie, où est-ce que serait ma place, si j'allais être une deuxième maman, une belle-mère, rien du tout, enfin voilà.
Gabriel, tu veux parler à papa David? Oui. Papa, Bonjour Gabriel. il a voyagé lever. Maman, c'est a voyagé maman. Que maman et maman, elles jouaient au tennis de table. Au revoir, papa. Au revoir papa David. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Bisous. Bisous mon amour. Bon, on est prêt à partir. À tout de suite. À Tignes, avec maman. J'ai mis des antennes. Fais un bisou à maman. Moi j'ai fait un bisou à maman. Pour Gabriel, Anne-Charlotte, c'est Mam. Magali est maman, Jean-Christophe est papa JC, et David, son compagnon, est papa Id. Tu sens la fraîcheur de la fontaine? C'est joli, hein? Tu sais que quand elle était petite, maman, elle venait ici. Elle était petite comme ça, elle venait ici. Pour Isabelle, la fécondation in vitro est un choix subi. Après une série de déceptions amoureuses, cette enseignante se retrouve célibataire à l'approche de la quarantaine avec un très fort désir d'enfant. Elle se lance alors seule dans l'aventure et se rend en Belgique, comme des centaines d'autres Françaises, pour bénéficier d'un don de sperme. Un procédé jusqu'ici réservé aux couples hétérosexuels en France. Doucement, doucement. Je suis inquiète. Je deviens trop âgée pour avoir un bébé. Et si j'attends plus longtemps, je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Et tes ovules et ton utérus, son ventre, il vieillit. Donc ça sera difficile pour avoir un bébé dans son ventre. Pourquoi ne prendrais-pas-tu le sperme d'un donneur? Et voilà, regarde comment ça se passe. Là, tu as le sperme. Tu vois? Là, c'est la petite graine du donneur. Tu vois? Ça, c'est la petite graine de la maman. Ça, c'est une petite graine de papa et ça, c'est une petite graine de maman. Et tout ça, ça va dans une éprouvette et ensuite, ça va dans le ventre. Oui. Et après, ça devient un bébé écureuil. Et toi, c'est devenu un bébé humain. Une petite Charlotte. C'est comme ça que tu as été faite. Tu vois? Il existe des alternatives un peu bricolage, effectivement, entre guillemets, quand on a ce désir d'enfant. Donc j'ai des amis qui m'ont dit « Mais pourquoi tu trouves pas un mec comme ça tu lui fais un enfant ?» Donc déjà, moi, c'était hors de question, parce que je ne pouvais pas faire un enfant sans que ce soit avec quelqu'un que j'aime. J'ai un ami qui m'avait proposé, un copain, qui m'avait proposé de me faire un enfant comme ça. Mais j'envisageais pas une coparentalité amicale. En plus, je pense qu'il m'aimait bien, donc je me suis dit que ça allait biaiser un peu notre relation. Et ma mère, c'est vrai, m'a dit « J'aimerais bien que ce soit ton enfant, que tu le portes. » Et puis, je trouvais l'idée sympa aussi, que ce soit ses gènes. Et donc, voilà, j'ai tenté Je me suis dit, je tente la PMA pour les femmes célibataires et je veux porter cet enfant. Allez, c'est ça. C'est chaud? Oui. C'est cuit? Oui. Ah, il est beau ce gâteau, il est tout gonflé. Il a l'air beau, hein? Je suis allée plusieurs fois à Bruxelles, j'ai regardé les pays qui étaient ouverts à la PMA pour les femmes célibataires, mais j'ai choisi l'endroit le plus près géographiquement, plus facile, le Thalys, on parle des bébés Thalys, et j'ai pris le Thalys. J'avais une amie là-bas en plus qui m'accueillait, à qui j'ai parlé de mon projet et qui a également fait ce projet-là. Attends. Ça marche. À doudou. J'ai quand même cherché à réfléchir aux conséquences du fait de faire un enfant sans père. Donc j'ai lu beaucoup de choses en rapport avec ça. Pour valider mon choix, j'ai même été voir un psy. Et puis je me suis dit, j'y vais. J'ai le droit. Pour moi, elle a un papa graine, ce que je lui dis, qui est quelque part. Elle pourra fantasmer dessus, justement, imaginer qu'il est Superman ou agent secret. Ça lui permettra aussi, peut-être, pour le regard des autres, de se sentir moins jugé. Mais je pense que son bonheur, il viendra de l'amour que toutes les personnes qui vont l'aimer et qui vont s'occuper d'elle vont lui apporter. Et donc, pour moi, c'est pas un problème qu'il n'y ait pas de père.
Autre famille, autre parcours. Claude et Sébastien ont fait le choix de la GPA, la gestation pour autrui, une pratique interdite en France. Le couple, marié en juin 2016, s'est d'abord orienté vers l'adoption, resté sans suite malgré un agrément de principe. Comme bon nombre d'homosexuels, Claude et Sébastien se sont heurtés au refus des organismes agréés. Une discrimination dont ils gardent un souvenir douloureux. Oh, ça va mieux là. Ça y est. Ça y est, on passe en mode détente. Peu à peu se dessine le projet d'une GPA. Ils se renseignent sur les pays qui la pratiquent, comme l'Inde, l'Ukraine, la Thaïlande, et se rendent finalement au Cambodge. Mais les conditions éthiques et médicales les dérangent profondément. Ils se tournent alors vers le Canada, où la GPA est mieux encadrée. On retenait de la GPA ce qu'on entend sur marchandisation du corps, esclavagisme, pratique totalement illégale et exploitation du corps de la femme. Et donc, voilà. Et en plus, avec aussi la vision que c'est réservé à des stars du showbiz et que du coup, ça demandait des moyens financiers qu'on n'avait pas du tout. Donc c'était quelque chose qu'on excluait totalement pour des raisons très pratico-financières et aussi philosophiquement parce qu'on se disait mais on ne va pas se lancer dans ce type de projet avec ces interdits, ces tabous. Et puis malgré tout, en échangeant aussi avec des personnes de notre entourage ou notre famille, ils nous ont parlé du Canada, des États-Unis, en nous expliquant comment ça se passait, que c'était légal là-bas, que c'était encadré. Et donc, du coup, il y a l'agence qui nous met en relation avec la mère porteuse, il y a l'agence qui nous met en relation avec la donneuse, puisque c'est important de préciser que la mère porteuse n'est pas génétiquement la mère d'Arthur Joseph. À partir du moment où on a été en contact avec l'agence qui nous a mis en relation avec Erin, la mère porteuse au Canada, les choses se sont déroulées très rapidement, très simplement et très facilement. Parce qu'on n'a jamais été interrogé, critiqué. On voulait être parents, oui, c'était possible, puisqu'au Canada, c'est possible depuis des années. On fait comme elle avait montré, Erin. Sur le côté, en serrant le dos. Et des fois, ça fait monter. Ah bah voilà. Ah, dis donc, fallait le chercher loin. Hein. On n'a pas pu assister à l'accouchement. Ça s'est déclenché de façon un peu impromptue et en tout cas plutôt que prévu. On a été prévenus au moment où ça se déclenchait. La chance qu'on a eue, c'est que la maman d'Erin était avec elle dans la salle d'accouchement, qu'elle a filmé pour nous une partie de la naissance. Enfin, la naissance, voilà. Et qu'elle nous a envoyé tout de suite les images. Donc on a assisté en décalé à quelques minutes près vraiment à l'arrivée d'Arthur Joseph. Donc on l'a vécu comme ça, en léger différé. Mais très léger, puisque du coup, elle nous laissait des messages au fur et à mesure, elle-même très paniquée d'assister à l'accouchement de sa fille, avec 2 mois d'avance. Et là, il y avait un moment un peu vertigineux, tout d'un coup. Là, ça y est. Ça y est, on n'est pas là, voilà, ça y est, c'est donc vrai. Et puis il y a l'autre vertige qui est quand du coup, moi je suis arrivé tout seul, parce que Claude n'avait pas pu arriver tout de suite, d'arriver à l'hôpital et de découvrir son enfant. Donc les angoisses et ce plafond de verre qu'on s'est mis à un moment sur le fait de s'interdire la GPA, ce qu'on a fait, c'est légal au Canada et on n'est pas des clandestins. On est des parents d'un enfant qu'on adore, qui a une histoire qui est la sienne et qu'on lui racontera avec grand plaisir et puis voilà avec des de jolies images, de jolies métaphores. Voilà. Le temps qu'il sera petit. Hello. Hello. Hey. How are you doing? I'm good. How are you? I'm all right. I'll be okay. I'm just a little under the weather. Okay. So everybody's okay. Can you see AG? He's more than 5 kilos. So big. Yeah. I'm so glad. He just looks so happy and calm. Awesome boy. What about you? I'm moving in just to my own place with Ryder. I matched with a new couple in Australia. Okay. So
They're just getting their donor eggs ready, and then hopefully by September we go for another transfer. Ah, perfect. And I'll have a baby for them. Oh, yeah. perfect. And it's They're super cute. so that we can promote you Yeah. to that couple. We can. We Would absolutely you be can. my reference? Oh yeah. Your agent. You can be your French Okay. agent if you want. He looks very handsome as always. Yeah. I think it's gonna be hard for me to leave him. To You'll be be with him. okay. Yeah. I hope. He's- You guys have a good, wonderful evening, and let Thank me you. know if there's anything else I can do. Okay, thank Sure, you. Thank you. Take care. Take care. Bye You bye. too. Bye bye. Bye. Bye bye. Entre les allers-retours au Canada, l'indemnisation de la mère porteuse, la rémunération de la donneuse d'ovocytes, les frais d'agence et d'avocat, Sébastien et Claude ont déboursé environ 80 000 euros. Sur cette somme, Erin a reçu 13 000 euros pour défrayer l'ensemble des dépenses et des soins occasionnés par la grossesse. Et justement, est-ce que vous auriez besoin qu'à la crèche on parle d'Erin, de sa maman, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui resterait à la maison Ah non, on peut. Non, là-dessus, on n'a pas de souci pour en parler. D'accord. Que vous en parliez, que là maintenant il est tout petit, mais alors, après je sais pas aussi, c'est plus vis-à-vis des autres parents, mais physiquement ici c'est deux papas, mais il y a une maman qui est présente. On n'est pas encore, pour être très clair avec vous, on n'est pas très au clair non plus sur comment on va l'appeler. On avait échangé avec Erin là-dessus sur comment elle voulait qu'on l'appelle. Elle nous avait dit que c'était un peu comme bon nous semblait. Et pour l'instant, quand on la mentionne, on dit Erin ou voilà, ta maman du Canada. D'accord, donc c'est au choix. Ouais, mais on débute encore. Donc, On a Gabriel en coparentalité, donc Magali a porté avec JC. Et nous, depuis l'été dernier, on a commencé des démarches pour que moi, je puisse porter de mon côté un enfant. Et on fait ça par insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger. Je voulais que Gabriel ait des frères et sœurs, et puis j'avais envie aussi de construire avec Anne-Charlotte, et il me tarde vraiment qu'elle soit enceinte. Belgique, ça y est. C'est là. Ouais. Wallonie. Tout ça pour 5 minutes de pipette. Tu te m'étonnes. Aujourd'hui, seuls les couples hétérosexuels diagnostiqués infertiles peuvent être aidés par la médecine pour procréer. Les couples homosexuels, comme les célibataires, sont donc obligés d'aller chercher ailleurs ce qui n'est pas autorisé en France. La plupart se rendent en Belgique ou en Espagne. Comme ici, dans cette clinique de Bruxelles, flambant neuve, où 5 à 10% des patientes sont françaises. On aurait fait tous les hôpitaux de Belgique. Tous. Ce parcours du combattant demande du temps, de l'énergie et un budget conséquent. Anne-Charlotte et Magali ont déjà dépensé 6 000 euros. En fait, vous êtes venu à Braine-l'Alleud. On a tout visité. Et vous avez visité Cavel. Cavel aussi. On connaît tout. Par rapport à vos 37 ans et 9 mois, par rapport au temps qui passe, on n'avait pas particulièrement vu, la première fois qu'on était entré en contact, en tout cas, de pathologies spécifiques à la fertilité. Maintenant, c'est vrai qu'au bout de la 5e, on a tout doucement envie de se dire, bon, ça n'a pas marché si on n'a pas vu pourquoi ça n'avait pas marché. Alors, dans votre cas, c'est vrai qu'on n'a pas mis en évidence un problème particulier. Alors, on a peut-être envie de passer à l'étape d'après, qui serait la fécondation in vitro. Mais avec des chances de grossesse qui sont quand même supérieures. Ouais. Donc ça, c'est pas négligeable.
Voilà. Surtout, faut pas oublier qu'à chaque fois, il y a des allers-retours qui se font. Bah oui. Donc même si nous, à Bruxelles, on considère que Paris, c'est la banlieue, mais c'est quand même 2h30, 3 heures de transport. Donc, Il y a une première prise de sang donc dans 15 Dans jours, 15 jours. et ensuite il y en a une. Ah, faut en refaire une Alors 3 jours ensuite, après. si le test de grossesse est positif, on va suivre les premiers pas de la grossesse. Et donc, vous allez refaire une prise de sang 2 jours, 48 heures après, pour voir la synergie du test de grossesse, l'évolution du test de grossesse, et voir un petit peu si tout va bien. Et puis alors après, hop, on vous lâche dans les mains de votre gynéco en France pour le suivi de la grossesse. Maintenant, je vais aller voir par rapport à l'échantillon de sperme. Je vais voir si on a tout est prêt ici, et puis on va y aller tout doucement. D'accord. Ça vous va? C'est parfait. Voilà. Ouais. J'arrête tout de suite. Tu boudes? T'es un petit boudeur. Est-ce que tu voudrais un bébé à la maison? Oui. Tu serais content si on avait un autre bébé? Que toi? T'aimes bien les petits bébés? Hein? Allez, viens. Tu entends les petits oiseaux? Ouh, tu peux pas. Une fois et après, stop, on part. D'accord? Ouh, allez. Tu me disais que c'était important pour toi, un, qu'il connaisse son père, pour pas qu'il puisse te le reprocher, et puis deux, que toi, que tu le connaisses aussi, et que tu te voyais pas, je me souviens, être enceinte de quelqu'un que tu connais pas, ça te stressait. Oui, aussi, c'est vrai que ça me... Oui, ça... C'est marrant parce que j'y pense pas du tout, moi, ça. Ah ouais? Mais en fait, je pense qu'inconsciemment, j'aurais l'impression d'être enceinte de toi, même si c'est pas ça. Ça me stresserait pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Au moment de la conception, je suis sortie de la clinique la première fois que j'ai eu... on m'a implanté l'embryon. Et donc j'étais en Belgique. Et je suis sortie, j'étais avec ma copine Pauline. On sort et on tombe sur un monsieur. On cherchait notre chemin parce qu'on a assez tête en l'air pour accéder à la gare parce que c'est en banlieue de Bruxelles. Et là, je tombe sur un monsieur qui avait une tache de vin, comme ça... sur le visage, et il sortait de la clinique. Donc je dis à Pauline, mais j'espère que c'est pas le père, parce que je ne savais pas à ce moment-là que ça allait être un donneur, que mon donneur était danois et que le sperme venait d'une banque danoise. J'ai eu des informations sur le donneur par la suite. J'ai su que le donneur était un grand brun aux yeux bleus et je connais le rhésus sanguin du donneur, et c'est tout. Donc après, je me suis dit, tiens, grand brun aux yeux bleus, c'est exactement mon type de mec. Hej. Scanneren er klar til dig. Super. Ja. Og din sidste prøve, den blev godkendt, og det var prøve nummer 70. Ja. Din kvalitet ligger rigtig stabilt og rigtig fint. Din sidste prøve her var på godt over 100 millioner, så det ligger fuldstændig som det skal, og blev en rigtig fin måtte 20 efter frysning. Super. Ja. Cryo, c'est la plus grande banque de sperme au monde. On y trouve plus de 1000 profils de donneurs accessibles en ligne. Il y a 10 ans, les couples hétérosexuels représentaient l'essentiel des clients. Aujourd'hui, les femmes célibataires comme Isabelle sont majoritaires. Elles peuvent désormais choisir entre des donneurs inconnus ou des donneurs qui ont accepté de livrer des détails sur leur identité, photos, lettres, enregistrement de voix, tests génétiques. Le prix de leurs gamètes dépend de la quantité d'informations qu'ils acceptent de donner et de la qualité de leurs semences. Il en coûte entre 50 € pour un retrait sur place et jusqu'à 36 000 € pour un donneur exclusif. Depuis 30 ans, 65 000 enfants sont nés grâce à Cryos.
Chaque jour, la banque de sperme exporte les précieuses paillettes dans plus de 100 pays. La France est l'un de leurs marchés, malgré l'interdiction par la loi d'obtenir des gamètes contre paiement. Bonjour, c'est Louise. Pour une insémination à domicile, nous recommandons d'utiliser 2 paillettes à la fois. C'est très important pour qu'il y ait assez de volume. Comme les Danois sont très grands et les Français un peu plus petits, ils cherchent des donneurs qui sont plus petits, avec des cheveux bruns, des yeux bruns. Ça peut aussi être qu'ils cherchent vraiment un donneur qui est vraiment danois pour avoir le viking. Avec les avancées sociales, nous avons vu chaque année de plus en plus de femmes célibataires et de plus en plus de couples lesbiens qui cherchaient à recourir aux dons de sperme. Nous avons constaté que les femmes célibataires et les couples lesbiens tendent à vouloir plus d'informations concernant les donneurs que ce que demandent les couples hétérosexuels. Car pour les couples hétérosexuels, il y a un père social et souvent ils ne veulent pas en savoir trop sur le donneur de sperme. I am honored that you have decided to let me help you reach motherhood. I realize that this path through donation is not an easy one to take. Therefore, I would like to commend you for having the strength and will to do so. Hello, future parents. So, first of all, I would like Quand j'étais dans les recherches, j'étais tombée sur des banques de sperme, justement, avec des donneurs qui laissaient des lettres, des courriers, des choses comme ça. Moi, on m'a présenté les choses comme, de toute façon, le donneur est un donneur anonyme et vous ne choisissez pas le donneur. Contrairement au donneur d'Isabelle, Thomas, lui, offre la possibilité aux enfants issus de son don de le contacter lorsqu'ils auront 18 ans. J'ai commencé à devenir donneur en 2010, c'est-à-dire il y a 8 ans. Ce qui veut dire que dans 10 ans, peut-être que quelqu'un se présentera à ma porte ou m'écrira une lettre dans le but de savoir qui est son père biologique. S'ils viennent frapper à ma porte, c'est parce qu'ils sont à la recherche d'eux-mêmes et qu'ils veulent connaître leurs origines. Le but du statut du donneur non anonyme est qu'il rend tout ça possible, car je pourrais très bien être anonyme et ils n'auraient aucun moyen de me retrouver. Et je pense que c'est important d'avoir la possibilité de découvrir d'où viennent vos gènes. Cela joue sur le type de personne que vous allez devenir. Mon idée, ce n'est pas d'ouvrir les bras en disant « bienvenue » et de devenir une grande famille, mais de leur donner au moins l'opportunité de venir me voir. Et nous pourrions avoir une conversation, ou nous pourrions nous écrire. Je ne les imagine pas du tout faisant partie de ma famille, car ils ont déjà leur propre famille. Mon père est mort quand j'étais enfant. J'ai eu une autre figure paternelle dans ma vie, mais comme il est mort et puisque ma mère n'avait aucun contact avec cet homme, je n'ai aucune photo et je ne sais pas grand-chose sur lui. C'est en partie ce qui m'a poussé à devenir donneur non anonyme. De temps en temps, quand je regarde Charlotte, j'essaie de réfléchir, mais c'est plus des remarques des autres. Moi, je vois ma fille, en fait. Elle a des beaux yeux bleu-gris. Voilà, je le remercie, le donneur. Je le connais pas, mais je le remercie. Il lui a donné des super gènes, elle est belle. Voilà, pour moi, c'est un acte très altruiste et je le remercie. Si au Danemark, un donneur reçoit entre 30 et 70 euros par don, en France, la loi impose la gratuité. Implantés dans 29 hôpitaux, les centres d'études de conservation des œufs et du sperme, les CECOS, recueillent et organisent ce don. Sur l'ensemble du territoire, on recense environ 300 donneurs pour 2200 couples en demande de dons. Des dons obligatoirement anonymes. Depuis 1973,
environ 70 000 enfants sont nés par l'intermédiaire des sécos. Est-ce que pour vous l'anonymat c'est important ou qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça? Je pense que ça fait même partie des motivations de pouvoir faire ce don. Évidemment, je me suis intéressé aux autres types de dons qu'il y avait dans d'autres pays, donc bien sûr le don sperme. Et quand on voit par exemple le don américain où ils peuvent savoir le travail, des détails de la vie de la personne, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Je sais que même au Danemark, ils ont ça. Le catalogue au Danemark, on choisit le donneur sur le catalogue. Ça va à l'encontre de mes convictions. Alors à partir du moment où vous étiez dans cette démarche-là, où ça a un peu trotté pour vous dans la tête, est-ce qu'il y a eu des questions qui sont venues et que vous avez envie de nous poser aujourd'hui par rapport à ce don? Dans chaque centre d'assistance médicale à la procréation, des psychologues et psychiatres accompagnent donneurs et receveurs. À la Pitié-Salpêtrière, en lien avec le sécos de l'hôpital Cochin, un espace de parole dédié aux nouvelles formes de parentalité s'est créé il y a 5 ans. Ici, enfants et parents viennent poser des questions sans crainte d'être jugés ou critiqués. Je ne sais pas si je vais pouvoir dire à Charlotte, enfin c'est compliqué pour moi de dire à Charlotte, tu n'as pas de papa. Il y a un papa graine qui existe, qui vit au Danemark, parce que je sais que le papa biologique est danois. Et puis je compte l'emmener là-bas d'ailleurs, pour lui faire voir un peu cette culture. D'où vient la graine? D'où vient la graine. La question c'est qu'est-ce que c'est qu'un papa finalement? Oui. Un papa, c'est un homme qui s'occupe. On peut assimiler une graine à un papa? Oui, non, c'est pas tout à fait ça. Mais enfin, je me suis dit, donneur, quand ils sont tout petits, je trouve que c'est pas évident, mais... Peut-être qu'une graine, ça suffit. Oui, ou une graine, voilà. Une graine. Après, si elle vous demande d'où vient la graine? Voilà. Il y a un gentil monsieur qui a bien voulu donner. Gentil, vous n'en savez rien du tout. Et gentil dans le sens où il a fait ce don. Après, je sais pas, oui. Peut-être très méchant. Oui, c'est possible. Non, ça, j'ai pas de doute sur le fait qu'on ne connaît pas. Parce que le souci, c'est que si vous lui dites que c'est un gentil monsieur, forcément, à un moment, elle va avoir envie de le rencontrer. Oui. Et peut-être même avoir envie qu'il soit son papa. Et puis peut-être se demander pourquoi un gentil monsieur, finalement, n'a pas voulu être son papa. Oui, non, mais c'est... Puisqu'elle est une mignonne petite fille. Oui. Gentil au sens de la générosité du don, le fait d'avoir donné sa Alors graine. généreux. Voilà, c'est ça, généreux. C'est pas au sens gentil. L'idée, c'est de pas peut-être personnaliser le donneur. Parce que, si vous voulez, votre fille, à 4 ans, 5 ans, si vous lui dites papa graine, elle va entendre papa. Oui. C'est pas possible autrement, le temps qu'elle comprenne. Ouais, on fera graine, alors on utilisera le mot graine. Peut-être dans un premier temps. Oui. Ça, c'est un truc sur lequel il faut que je travaille un peu. Oui. Juste c'était pour qu'elle soit à l'aise, voilà, qu'elle puisse dire il est ailleurs. Et elle va réussir à être à l'aise avec ça. D'accord. Avec son histoire telle qu'elle est. Et voilà. C'est joli d'être née d'un don. Oui. Comme dans votre livre, hein, c'est une maman, un don, des médecins aussi, des voyages. Elle est belle, votre histoire. Il n'y a pas besoin de rajouter des choses. C'est juste le regard des autres qui me fait peur. Pour elle, surtout. Pour Charlotte. Mon papa et ma maman, ça marchait pas très bien en France. Alors, ils sont allés à Barcelone parce que ça marchait mieux à Barcelone. Je suis restée 3 mois dans le congélateur. Après, on m'a pris avec les mains. On m'a regardé dans le microscope. Après, ils ont dit, il est bien costaud celui-là. Et j'étais trop costaud, je voulais pas être congelée, j'aimais pas le froid. Après, on m'a mis dedans. Après, on m'a ressorti pour aller dans le ventre de ma mère. Et moi, je suis accrochée pour pas y aller. Et après, ils ont dit que je suis un petit dur.
À 39 ans, Virginie et Laurent se sont d'abord tournés vers les sécos pour bénéficier d'un coup de pouce médical. Mais après 3 tentatives infructueuses de fécondation in vitro, Virginie atteint l'âge fatidique des 43 ans. Le couple part alors pour l'Espagne, où une clinique privée procède à une fécondation avec les gamètes de Laurent et les ovocytes d'une donneuse anonyme. L'embryon alors créé est transféré dans le corps de Virginie. Tu te rappelles de ces photos? Ah oui, c'était trop bien. Moi, je suis là ou là. À ton avis, t'es dans lequel, toi? Bah, dans la tête de maman. Hein? Je suis dans la tête de maman. Dans la tête de maman, qu'est-ce que... On peut voir mes photos quand j'étais ultra petite. Oui. T'avais des petits bracelets avec ton nom écrit. Auguste. Ah bah oui. Et il faisait très très chaud. C'était la canicule. T'as quel âge? Moi, j'ai quel âge? Oui, là. Ah là, bah là, j'avais 46 ans. 40. Ouais. Le temps a passé, puis assez tard, au bout de 10 ans à peu près, on s'est dit, Laurent m'a demandé d'avoir un enfant. Enfin, proposé qu'on ait un enfant tous les deux. Et voilà, bon, bah, à partir de là, j'ai arrêté la pilule, et puis le temps a commencé à passer sans que l'enfant vienne. Alors on a commencé à aller chez le médecin pour voir, faire des examens, voir ce qui n'allait pas bien ou pas. Et puis voilà, bah, j'ai réalisé que j'avais... C'est quand même, ça paraît fou, mais j'ai réalisé que j'avais 39 ans et qu'à 39 ans, la fertilité chez les femmes, c'est plus trop ça. Et du côté de Laurent, au niveau spermogramme, c'était pas super. Donc voilà, on avait tout pour commencer un parcours de PMA auquel on s'est attelé courageusement. Donc on est allé à l'hôpital Tenon et on a commencé à faire des fécondations in vitro. Bah là, c'est beau. Passé 43 ans, la demande de FIV a été rejetée et à l'époque, je l'ai très mal vécu. Ça a été vraiment un truc comme un coup près, un truc qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui se passe. Quand le médecin que j'ai vu m'a annoncé que pour moi, la seule solution, ça serait le don d'ovocytes, j'ai été choquée, on dirait plus choquée que ça n'a pas forcément provoqué des craintes, mais plutôt un rejet de me dire je ne veux pas avoir un enfant qui ne soit pas fait avec mes propres ovocytes. J'avais aucun problème vis-à-vis de ça, moi. Aucun. Je dis, écoute, on te met une cellule dans ton corps, après, elle va grossir dans ton corps, ton sang va circuler, bon. Faut se poser, bon, pourquoi pas se poser un peu des questions, mais quand même, faut pas pousser, quelque part. Et après l'implantation, à aucun moment, je me suis dit qui elle est, quel âge elle a, où est-ce qu'elle vit. Si, je me suis peut-être très vaguement dit, tiens, est-ce qu'elle est espagnole, parce qu'on sait bien, ça peut être en Espagne, les donneuses peuvent être de n'importe quel pays, ou je sais pas quoi. Je me suis peut-être dit, tiens, quel âge elle a, d'où elle vient, mais à peine, enfin, c'est quelque chose qui a été mais auquel je repense plus jamais en réalité. Oui, bon, en général, le profil, c'est souvent des étudiantes, vingtaine d'années. Après, oui, la connaître nommément, non, on n'a pas... Pour Auguste, il n'a pas une autre maman. Il y a une cellule, un apport extérieur, mais en aucun cas, il n'a jamais... Enfin, en tout cas, ou même nous, on a considéré qu'il avait une autre maman. Ça, c'est moi, sa maman, un point, c'est tout. Il a maintenant 8 ans, notre fils, presque, et c'est super. Puis oui, tous ces enfants, c'est des enfants de l'amour. On le fait pour ça. Par amour. Pas pour autre chose, pas pour des figures de style ou n'importe quoi. Après, l'éthique, c'est une autre histoire, mais c'est des enfants de l'amour, en tout cas. Et papy va s'endormir aussi, hein? Pardon. Pour la figure paternelle, c'est quand même toi. Parce que tu es très présent dans sa vie. Tant que je suis là. Écoute, on va en forme, on va rester. Le papy, il a 83 ans, donc il faut quand même qu'il tienne encore la route. On va essayer.
Si jamais elle te pose des questions sur son histoire, tu sais comment tu lui répondras ou pas? Comment ça? Bah, si elle pose des questions, tu vois, si je suis pas là un jour... J'essaierai de lui répondre, bien sûr. J'ai une amie sa fille qui a 5 ans et il y a eu des questions à un moment donné parce qu'on lui disait qu'elle était sa fille c'était une menteuse, tu vois, parce qu'elle n'avait pas de papa. Elle disait qu'elle n'avait pas de papa. Et du coup, elle a fait lire le petit bouquin, tu vois. Et ça a permis de... Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, Par mon histoire personnelle, le fait d'avoir été abandonné à la naissance, d'avoir été adopté, d'avoir cherché toute ma vie qui étaient mes vrais parents, il était évident que je voulais une maman et un papa pour Gabriel. Au fond de soi, on a envie un jour d'être papa. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti très jeune. Et je me suis dit, non, mais je veux être papa parce que je veux être papa. Voilà. Hello, hello. Du coup, Gabriel s'est endormi. Ah, non. C'est pas grave. Magali. Papa. C'est bonne route? Ouais, super. T'as vu le temps qu'il fait? Oui. Waouh, qu'est-ce qu'on est bien accueillis. Oh là là, dis donc, on a la salade de fruits par contre qu'il faut Ah oui, mettre elle est où dans la glacière. Avec la casserole en cuivre. Et tout à l'heure, il a fait des pâtes. Finalement, il arrive à s'endormir avec la lumière. À fond, ouais. Carrément. Bah oui. Puis même, souvent, on fait un peu de bruit, ça le réveille pas. Oui, ce qui est pratique quand même. Il a bien dormi cette nuit. Oui, oui, c'est levé à 9h. Ah ouais, non, pas 9h. 8h. Bien. Ah ouais, c'est fou. On n'a jamais aussi tard. 19h. Coucher 19h30. On est 4 à aimer cet enfant. Moi, je découvre ce que c'est que l'amour d'un enfant, parce que j'ai jamais ressenti, moi, cet amour-là. Parce que j'avais pas connu ces rites-là et ces codes-là. Et ça fait un bien fou. Donc voilà, on est parents à 4, oui. Les liens du sang n'ont pas beaucoup de valeur. Je pense que ils ont de la valeur de manière indirecte que parce que justement ils ont entraîné ces liens du cœur. Donc ça c'est mon point de vue. Donc je pense que notre modèle il fonctionne très bien, on est des parents tous au même niveau. Et c'est pas la biologie qui fait la différence entre nous, c'est d'autres choses. C'est l'implication et la biologie ça arrive au deuxième plan. Socialement, on peut être considéré comme parent. Il reste quand même une réelle impasse, enfin un mur devant nous qui est le mur juridique, qui fait qu'on ne sera pas considéré comme des parents juridiquement. Donc, je sais qu'à 18 ans, c'est sûr que c'est possible de pouvoir l'adopter. C'est une adoption simple, je crois, et on est en train de se renseigner. On a des avis plutôt positifs de savoir que ce serait peut-être possible avant. On n'aurait pas forcément d'impact fort, mais toutes les petites étapes qui nous permettraient de constituer le plus possible une famille ensemble se font progressivement. On en parle, pour l'instant, c'est au stade de... C'est des sujets aussi, pas non seulement dans notre contexte, mais des sujets sur des familles recomposées hétérosexuelles, sur des simples interventions aussi à l'hôpital, si un couple était à l'étranger ou pas, ou moi, donc voilà, ou même sur des sorties d'école et aussi sur la santé, quoi, prendre des décisions sur des opérations graves. Oui, c'est des sujets difficiles, mais qui concernent énormément de personnes, quoi. Tu manges? Oui. Un petit cœur d'amour. On va montrer à maman et maman. Qu'est-ce que t'as planté, Gabriel? Qu'est-ce que t'as planté? Ah bah nickel. Ah, tu fais comme ça. Ouais. D'accord. Et hop. Je suis cachée où je suis. Tu m'as trouvé. Tu m'as trouvé. Dès le début de leur aventure à 4, Magali, Anne-Charlotte, Jean-Christophe et David se sont accordés sur l'organisation de la vie au quotidien. Ils ont mis en commun leurs agendas. La garde de l'enfant est partagée à égalité. Ils ont aussi défini ensemble les valeurs qu'ils souhaitent transmettre à Gabriel. Tu fermes, Gabriel? Alors les poules, Gabriel.
Voilà, donc on se rencontre aujourd'hui pour mettre en place l'acte d'adoption. Je rappelle donc que Arthur Joseph Louis David Nicolas, né donc au Canada le 2 janvier 2018. C'est donc l'enfant que vous adoptez. Vous êtes Claude Marcel Christian Bernard. Et donc vous aviez mis en place un régime de séparation de biens. Si on partait sur une adoption plénière, les liens seraient rompus définitivement et irrévocablement avec la mère biologique. Alors que l'adoption simple, au contraire, va rajouter, comme disait Maître Messner, un lien de filiation supplémentaire. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, à l'issue du processus d'adoption, Arthur Joseph va avoir 3 filiations. Il va avoir une filiation établie à l'égard de sa maman. Il aura une filiation établie à votre égard, Sébastien, et également à votre égard, Claude. Est-ce qu'il faut qu'on parle de mère biologique? Parce qu'en soi, c'est pas le terme théoriquement correct. Est-ce que le fait de mettre mère tout simplement, est-ce qu'en droit français il faut mettre bien mère biologique du coup? Bon alors écoutez, moi je souhaitais mettre dans l'acte un paragraphe qui vous rappelle simplement que tant qu'on n'a pas le consentement de la maman, eh bien l'acte que l'on signe aujourd'hui n'aura pas d'effet. Voilà. Alors après, jouer sur les termes entre biologique ou pas, voilà, enfin, c'est la mère biologique. Enfin, Vous avez la mère au sens de l'acte de... Parce que ça change. Oui. Non, c'est juste pour... moi, ça me dérange pas forcément, c'est juste que au sens comment dire, c'est la mère au sens de l'acte de naissance. Oui. Voilà, c'est la mère au sens de l'acte de naissance, mais c'est pas la mère au sens biologique du terme. Mais du coup, ça fait spécifier dans un document français quelque chose qui n'est pas légal en droit français. C'est-à-dire du coup, il y a en fait en droit canadien, elle est déclarée mère légale puisque du coup, Arthur Joseph est né avec 2 mois d'avance. Et donc, elle a accepté d'être déclarée comme étant la mère légale, mais biologiquement, elle n'est pas la mère d'Arthur Joseph. D'accord, donc en fait, il faut forcément qu'il y ait une donation à la fois de sperme et également d'ovule, et l'ovule qui est donné à la mère porteuse finalement, qui porte là, à l'heure actuelle, l'autorité parentale. Erin, la mère porteuse qui a accouché d'Arthur Joseph, n'est pas sa mère biologique au sens du droit canadien, puisque l'ovocyte fécondé est celui d'une autre femme. Or, pour le droit français, la mère est toujours celle qui accouche de l'enfant, ce qui crée un conflit juridique entre 2 droits différents. En France, l'interdiction de la gestation pour autrui rend complexe la transcription de l'état civil pour ces enfants. Sans ce document, Arthur Joseph ne peut obtenir ni carte d'identité ni passeport. Rien que l'adoption simple par Claude sera compliquée à mettre en place, même si Erin a donné son accord au Canada. La requête en adoption ne peut pas être introduite. D'accord. Alors moi j'ai le temps. Aujourd'hui ça va être une grosse journée. Une belle journée. On va la cueillir à la sortie du train. C'est la première fois qu'elle vient à Strasbourg. Ça va être super impressionnant pour elle. Et ça va être super impressionnant pour nous deux. Hein. Parce que dis donc, moi ça fait depuis le mois de février, ça fait 6 mois que je l'ai pas vue. Oh my goodness! Hi! You're so big! Yes, hey, G. Hi! So good to see you. Hi, baby! How are you? Can I hold you? Yeah. Tu veux aller dans les bras d'Erin? Oh, you are so big! Hi! Hi! Hey, I don't remember you. We've talked about you this morning. I've told him that you are arriving. Yeah. And
We've said lots of beautiful things about him. That's good. Hi. Yeah. That's a good one. You were hungry. Isn't it amazing to see you with him in Strasbourg? It is amazing. Yeah. I love it. It's very important for to hug and for to us hold and him. for him to see you again. Are you much happier now? Yeah, I Now think that so. you've eaten? Star Wars. I'm 26. J'ai 26 ans, je suis mère au foyer. Être mère porteuse n'est pas un travail, du moins pas pour moi. Pour moi, c'est plus comme une expérience. Offrir la possibilité à une famille de s'agrandir et leur donner la chance de pouvoir aimer leur enfant, autant que j'aime mon fils. Quand la compagnie CFC m'a envoyé des profils, j'en avais environ 5 à étudier en même temps. Et j'ai vraiment été attirée par leur sourire, leur visage. Ils semblaient tellement heureux et amoureux, et c'est ça que j'ai vraiment aimé chez eux. The song playing is from Star Wars. Yeah. That's awesome. Yeah. When I had my son, it was a Quand j'ai eu different mon sort of fils, relationship. I knew that, c'était une autre sorte de relation. Je savais que c'était mon ovule, mon embryon, et que je choisissais d'être la maman de Ryder. Quand j'ai commencé l'aventure avec Claude et Sébastien, je savais que ce n'était pas mon embryon, et que je faisais le choix d'aider d'autres personnes à fonder une famille. Donc il n'y avait pas d'instinct maternel. Je ne ressentais pas le besoin qu'Arthur Joseph soit mon fils, parce qu'il n'était pas ça pour moi. Oh, somebody's arriving. Yeah. I remember. The first time I saw him, he was wearing this kind of glass, The eye masks, max. Yeah. First skin to skin. Yeah. The first time. I don't know if there is any word to describe you change our life positively. Yeah. Because now we are fathers and our change is quite different and Yeah. so nice and so it's amazing what we live it's thanks to you because it's very important for us what we live and for us what we have done for us. I say for surrogacy changed my life too. Just being able to give people the opportunity to be parents. A lot of people, some women I've talked to especially, describe surrogacy, never having done it and having children of their own. They say, well, how can you do that? How can you to carry a child and then give it up? Wouldn't you miss that child like it was your own? And for me, it wasn't the case at all. I never felt like a part was missing for me when AJ went home with you guys. For me, the moment I saw you guys hold him for the first time was what made all of my journey make sense. I wouldn't have missed AJ in a way that I would miss my own child because I don't. I miss him and I miss you guys, obviously, because we're 10,000 kilometers away from each other. But for me, it was like carrying a child for my brother or my sister or something like that, knowing that I could even help in any way I could, give people the ability to have something that I have is so beautiful to me. Yeah. Hopefully, I'll add to my family soon, and then after that, maybe I'll do another surrogacy journey, which would be nice as well. So that's why maybe because of another surrogacy after our own baby, maybe it could be Exactly. us. Another baby. We can book around. Yeah. Plus que toute autre méthode de procréation assistée, la gestation pour autrui bouleverse nos repères de filiation et suscite des questions nouvelles. Peut-on séparer la gestation de l'ensemble du processus d'enfantement ? Quel lien unit l'enfant et la mère porteuse ? Et doit-on parler de mère porteuse ou de femme porteuse ? Pour certains, la GPA implique une violation du corps inaliénable. Pour d'autres, elle peut s'inscrire dans une démarche altruiste. Des clivages qui divisent profondément la société française
et auxquelles le législateur doit faire face. Si Sébastien, Claude et Erin envisagent avec sérénité la venue d'un deuxième bébé, Anne-Charlotte et Magali s'interrogent sur l'arrivée d'un nouvel enfant qui risque de bouleverser leur schéma familial de coparentalité. Sur la présence masculine ou du papa, ça sera JC et David. Donc, Je veux pas que tu dises ça. Non, je suis désolée, mais non, d'accord. je veux pas que tu Bon, dises ça. d'accord. Je veux pas que tu te rassures avec ça. Déjà, c'est pas vrai. En plus, on en a un peu parlé avec eux, Oui, mais c'est pas déterminé. On l'a envisagé que ce serait possible, D'accord. mais je veux pas Non, que mais c'est pas cadré comme ça, et deux, non, c'est pas eux la présence masculine, c'est qu'on a décidé qu'on ne voulait pas séparer les fratries et qu'on voulait Voilà, le mais maximum qu'ils c'était- passent du temps ensemble. Mais c'est pas pour la présence masculine, c'est pas vrai. J'ai d'autres amis et je veux pas que la seule présence masculine de mon Je suis enfance, d'accord, de d'accord. l'enfant qu'on a, ce soit eux. Et secondo, si tu le fais pour te rassurer Non, je me avec suis ça, mal- moi ça me non, convient je pas. me suis mal exprimée, mais c'est pour lui dire que... ah oui, mais c'était pour dire, pour revenir à la fratrie, le fait qu'ils soient ensemble, parce qu'effectivement, tu connais d'autres amis masculins, mais c'est le fait... En fait, pour pas diviser la fratrie, le fait que je parlais de présence de JC et de David, parce que quand Gabriel ira avec son papa, peut-être que les deux voudront être ensemble, et donc du coup, voilà, je voulais l'exprimer de cette façon. Je me suis mal exprimée avant, mais c'était plutôt dans cette perspective, en fait. Voilà. Ok. Là, il y a un couple de femmes qui viennent de se marier et qui aimeraient avoir un enfant. Je suis une femme de 34 ans, stable. Je recherche un homme avec qui je pourrais donner la vie. Ah, celle-ci, c'est pareil, elle est à Paris, mais enfin, elle a 22 ans. Donc, c'est étonnant qu'à 22 ans, elle cherche plutôt une coparentalité plutôt que d'être dans la recherche d'un compagnon. Voilà, c'est pareil, tu vois, une femme qui dit que je recherche un couple d'hommes ou un homme célibataire à la trentaine en mal d'enfant. Mal d'enfant. En couple depuis 12 ans, Stéphane et Thierry ont opté pour la coparentalité car ils ne voulaient pas recourir à la GPA. Contrairement à Magali et Jean-Christophe qui se sont rencontrés par les réseaux associatifs, Stéphane et Thierry sont passés par Internet où plusieurs sites proposent de mettre en relation des hommes et des femmes souhaitant avoir un enfant sans pour autant vivre ensemble. Ils ont donc procédé à un long casting de mères sur le net. C'est une vraie recherche. On a tout de suite dit d'abord qu'on était un couple homo, donc pour pas que les mamans en face soient étonnées le jour où elles nous rencontrent. Et puis on a été très clair aussi sur ce qu'on cherchait. Voilà, on souhaitait mettre en place une coparentalité avec une garde alternée, à terme, enfin assez rapidement. Donc ça, c'était très défini. Il y avait comme un conte de fées qui se préparait. C'est-à-dire, ça démarrait comme un conte de fées. Je veux dire, on se voyait régulièrement, on se plaisait. Je la trouvais très jolie, elle me trouvait beau. Elle est jolie. Vraiment, elle a un petit garçon de 11 ans, ça m'a séduit, ça m'a rassuré. Je me suis dit, chouette, elle est déjà maman, donc déjà elle s'y connaît. Et curieusement, c'est arrivé à Noël, le 25 décembre, et en une seule fois, ça a pris. Je lui ai donné mon sperme dans un flacon stérile et elle se l'est réinjecté elle-même. Voilà. On n'a pas passé par... C'est une insémination artisanale. C'est ce qu'on appelle une insémination artisanale. Elle n'est pas du tout passée par une gynécologue, par un médecin qui lui aurait réadministré. Et pour moi, j'ai vraiment vécu tout ça, toute cette période-là, avant et pendant la grossesse. Comme des moments heureux, ouais. Ouais, vraiment. Dès qu'il a fallu mettre l'enfant en période d'adaptation en crèche, et que petit à petit, elle a repris son travail, les problèmes ont commencé ici. Parce qu'en fin de compte, petit à petit, j'ai compris qu'en fin de compte, elle ne voulait pas que je puisse avoir l'enfant... Quand elle travaillait. Quand elle travaillait. Donc du coup, je dis, écoute, si on n'arrive pas à fixer des règles et puis un calendrier pour les visites, on va être obligé de finir par saisir la justice.
Et elle m'a envoyé un texto me disant, puisque conformément à ta demande, j'ai saisi le JAF, le juge des affaires familiales. Je dis peut-être que quelque part c'est ce qu'il faut faire, puisque tu veux me retirer du paysage de la vie de l'enfant, c'est pas possible, quoi. Donc, et c'est là que ça a commencé à se gâter. La coparentalité comme modèle familial s'exerce en dehors de tout cadre juridique et expose l'enfant en cas de conflit. Stéphane et la mère de l'enfant n'arrivent plus à s'entendre et la situation dégénère au fil des procédures judiciaires. Par conséquent, un juge ordonne le placement du petit Charles en famille d'accueil, avec un droit de visite restreint pour Stéphane. Depuis 2 ans, il se bat pour sortir son fils de ce placement. C'est 35 000 € de frais d'avocat, c'est tu dors plus la nuit, c'est tout ça réuni, c'est tes amis qui sont fatigués aussi de te voir te battre, lutter, c'est résister, c'est toujours aussi à faire attention à sa santé parce que tôt ou tard ça finit par t'atteindre. C'est aussi ton couple qui parfois pas toujours facile. Lui aussi peut battre de l'aile parce que ras-le-bol, parce que c'est tout ça, quoi. Et en fait, c'est dur de tenir, hein. C'est vraiment dur. Ouais, franchement, c'est dur. Mais ça va, on tient. Ouais. Et du coup, là, il devait statuer sur... Sur la cour d'appel que j'ai lancée au juge des enfants, puisqu'ils ont replacé l'enfant pour une période d'1 an. Et du coup, avec la mère? La mère, on n'a pas de nouvelles, elle ne veut pas me parler. Donc, Elle nous va parler. elle ne répond pas à mes textos, à mes SMS, mes emails, mes lettres recommandées, elle ne répond à rien. Aucune communication? Aucune. La juge des enfants qui s'occupait de mon cas avant est partie à la retraite. Donc ça veut dire que je vais avoir affaire, pour une fois en plus, à un juge homme. C'est peut-être en ta faveur. Je suis pas sûr, on verra. Ah ouais. Le problème, c'est que c'est l'enfant qui est pris en otage dans cette histoire. Alors c'est ce que j'ai dit, Est-ce que l'enfant est pris en otage et est-ce que l'homme aussi, dans ces cas-là, il est considéré comme quoi un élément de seconde zone? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on n'est pas au même niveau que la femme? Toi, tu te dis, c'est quoi le problème, quoi? Est-ce que le fait que je sois un garçon qui vit avec un autre garçon, ça pose un problème? J'aime pas trop ça, hein. Et après, tu finis par comprendre qu'en réalité, la justice, une fois qu'elle est saisie, la personne gagne, quoi. Tout le monde perd, en fait. Ouais, hein. tout le monde perd. Et celui qui trinque toujours, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Voilà. C'est exactement ça. Mais c'est fatigant parce que les années passent, tous ces moments perdus. Tu te rends compte qu'en 4 ans, je l'ai vu qu'une fois pour Noël, j'ai jamais vu pour son anniversaire. Enfin, tu te dis, est-ce que les gens, ils imaginent une seconde de ce que c'est que de vivre ça, quoi? Non. Mais franchement, la fête des pères, tu sais pas ce que c'est avec lui. Son anniversaire, je l'ai eu qu'une fois. Non, c'est... Il est temps que ça cesse. Ouais, franchement, ouais. En l'absence de loi spécifique sur la coparentalité, les décisions s'appuient sur la législation propre aux couples divorcés en cas de conflit. Vous allez bien? Bonjour, oui. Bonjour. La vie de Thierry et de Stéphane est suspendue aux dates d'audience. La prochaine est déterminante. Le juge devra statuer sur le maintien du placement de Charles, qui vient d'avoir 5 ans. Le placement ne lui convient pas. Il perd du poids. En termes de développement moteur, il perd aussi. Et donc ça, c'est important de montrer donc, tous les aspects sur sa santé. L'orthodontie, le langage, il tous régresse. ces aspects-là sur bien sa sûr. santé, sur sa progression, sur sa régression pour le coup, c'est important de le mettre en avant devant le juge pour lui faire comprendre que ça n'est pas une solution qui peut fonctionner et qui est pérenne. Ça doit rester provisoire. Et que là, aujourd'hui, on est bien au-delà du provisoire. En fait, ce qui s'est passé, vous, monsieur, vous, madame, vous avez voulu un enfant pour vous tout seul. Donc, elle croit qu'on a fait une GPA comme ça, et déguisée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas une GPA déguisée, Pour moi, la problématique, c'est qu'effectivement, ils sont contre le principe de la coparentalité. Voilà. La Donc, en manière réalité- dont a été créé cet enfant, sans projet commun, Oui. c'est problématique. Pas devant la loi. Charles, il existe, il est là. La justice doit aussi considérer que Charles existe et qu'il est là, et qu'à un moment donné, on doit prendre soin de ce petit garçon. C'est sûrement pas en supprimant les liens avec ses 2 parents qu'on va l'aider. Voilà. Donc à quel moment on va prendre en compte Charles? Donc la seule manière de faire sortir Charles, c'est de faire en sorte d'adopter une stratégie qui soit efficace et qui ne soit pas nécessairement dans la contestation.
À l'issue d'une nouvelle audience, le placement de Charles est reconduit pour 1 an. Le juge a cependant accepté d'élargir les temps de visite chez ses 2 parents. En tout cas, c'est impressionnant quand même. Charles pourra donc passer la moitié des vacances scolaires chez sa mère, l'autre chez son père. Un début d'espoir pour Stéphane, en attendant un jugement plus favorable. Chaque jour, je te bénirai. Et je célébrerai ton nom à jamais. À jamais. Je le célébrerai, ça veut dire je lui rendrai grâce. Croyants et pratiquants, Jean-Christophe et David se rendent à l'église chaque dimanche. L'institution catholique est en grande majorité opposée à ce type d'union et à ces nouvelles formes de parenté. Mais certains prêtres font exception. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans l'Évangile, il est question de Jésus qui rencontre un sourd. En écoutant la radio, ce matin, je me suis demandé, mais qui sont les sourds aujourd'hui ? C'est bon d'avoir des repères. Je pense que la religion chrétienne, pour moi, en tous les cas, était un des repères très forts pendant mon enfance. L'engagement de Gabriel, il se fera lors de la première communion, la profession de foi. Je pense que c'est bien et c'est vraiment un sacrement de protection, d'accueil dans la communauté des chrétiens. J'ai entendu aussi dans les infos ce matin une église, une institution église qui, décidément, a du mal à entendre dans ce monde nouveau les nouvelles aspirations au bonheur, notamment de couples, d'hommes ou de femmes qui désirent créer une famille en accueillant un enfant de la promesse. À Saint-Méry, notre credo, c'est que la vie est à inventer. Ce qui était très blessant dans les arguments de la Manif pour tous, c'est « et vous verrez un jour, ils voudront des enfants, et vous verrez un jour, ils se marieront, et un jour, ils feront aussi... » Comme si un homosexuel ne devait pas avoir d'enfants. Et moi, j'avais envie de dire « oui, et on vous prouvera qu'on est capable aussi bien que vous de le faire. » Et ça prendra évidemment du temps. Si ce n'est pas nos enfants, ce seront les enfants de nos enfants. Alors Gabriel, c'était bien la messe finalement? Si, c'était bien. La vérité sort de la bouche des enfants. Ah bah alors. Le pauvre. On se retrouve mardi? Oui. Bon. Sur le papaïde aussi. Fais des bisous? Fais des bisous sur la main? Bon, moi, je fais des bisous. Non, pas sur la main. Je t'ai pas posé la question où tu en étais pour l'insémination? Tu retournes en Belgique bientôt? Ouais, maintenant qu'on s'est débarrassé du déménagement, je pense que là, tu te sens d'attaque? très bientôt, oui, ça va. J'ai Ah, laissé passer le temps, l'overdose liée à ça, et puis on en a parlé pendant l'été quand on était toute seule et posée. Et je lui ai dit voilà, je pense que là, sur le prochain coup, on peut recommencer. Je me sens prête. Cool. T'as repris la stimulation et tout? Tu vas commencer? Non, j'attends mon prochain cycle. Mais ouais, du coup, oui, il va falloir prendre. Ouais. Bon, bon courage. Disons que ça allait faire des jolies bouclettes. Mais donc on a hâte d'avoir un petit frère, une petite sœur pour Gabriel. Ouais, ce serait chouette. Il adore les petits en plus. Là, chez sa nouvelle assistante maternelle, apparemment, il y a un bébé, il adore, il est tout doux avec. Ouais, il est protecteur et mignon. Super. Ça lui ferait du bien. En plus, oui. Et ça le décentrerait aussi. Oui. Les deux. Et puis, souvent, ça les rend autonomes. Tu sais qu'hier, il disait « Je suis le roi !» Je suis le roi. Ça, c'est bon. Il n'y a pas de problème sur l'estime de soi, on l'a bien là-dessus. Ah oui, ça va. Le leadership, tout, il a ça.